Bonjour et bienvenue sur cet atelier sectoriel des métiers du sport et de l'animation. Alors tout d'abord, nos excuses. Il y a eu un problème technique important qui a fait que vous n'avez peut-être pas pu vous connecter à 14 heures et nous n'avons pas pu démarrer à temps. Donc nous vous proposons quand même cet atelier sur les métiers du sport et de l'animation et on dépassera peut-être pour ceux qui peuvent de un quart d'heure. On ira peut-être au-delà de 16 heures jusqu'à 16h15, je pense. Alors, tout d'abord, je me présente, Alice Delamarre, chef de projet au service orientation à la région Grand Est. Et cet atelier a été co-construit avec les partenaires du contrat d'objectif territorial, sport et animation, et également avec des professionnels issus des métiers du sport et de l'animation qui interviendront tout au long de cet atelier. Alors, cet atelier est destiné aux membres du service public régional de l'orientation dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de l'orientation, de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Alors, pour votre information, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques indications techniques. Alors, nous sommes ensemble sur 2 heures, normalement, donc 1h45. On va essayer de faire au mieux. Vos micros sont désactivés et c'est normal, mais vous pouvez intervenir à tout moment via le chat situé en haut à droite, le canal questions où vous pouvez poser vos questions. Cet atelier se veut à la fois interactif et participatif, donc on compte sur vous pour poser vos questions via le chat comme nous venons de le voir et nous tâcherons d'y répondre au fil de l'eau. Vous pouvez également liker, on compte également sur vous, les éléments de l'atelier qui vous semblent pertinents ou intéressants. Un petit quiz vous sera proposé après l'intervention de professionnels qui témoigneront de leur parcours et de leur activité. Un sondage de satisfaction sera lancé en fin d'atelier. Alors, si vous pouviez être indulgent sur le problème technique et dire que vous êtes très satisfait, merci de prendre quelques instants pour y répondre avant de vous déconnecter. Donc, ce webinaire est enregistré et sera mis ensuite en ligne sur la chaîne YouTube Orientest. Et merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, Angèle Riffel, région Grand Est, service orientation en charge de la promotion des métiers sur le contrat d'objectif territorial sport et animation. Donc comme vous pouvez le lire et le constater, nous allons donc démarrer, on va faire au mieux. Donc une première fois des experts qui vont s'exprimer pour présenter le panorama, de très intéressants témoignages dans un second temps, les ressources qui vous seront présentées, que vous pourrez consulter ultérieurement, et on clôturera, comme l'a proposé Alice, en espérant que c'est possible pour vous, après 16h15. Donc, je vous laisse découvrir les intervenants. Ça va durer 2 secondes et je passe tout de suite la parole à Pauline Coergne, notre collègue de l'OREF, chargée d'études, qui va vous dresser un petit peu rapidement le panorama du secteur du sport et de l'animation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter quelques données chiffrées, des données chiffrées sur les entreprises et salariés du secteur, des données chiffrées sur les actifs, et puis ensuite des données sur le marché du travail et d'autres sur la formation. Donc, pour commencer, au niveau des entreprises du sport et de l'animation, en fin décembre 2020, elles accueillaient 28 000 salariés. Donc, ces 28 000 salariés, ils représentent 10,2% des effectifs de France de Provence. Donc, c'est le poids Grand Est sur le poids France de Provence. C'est un poids qui est bien puisqu'il est équivalent en fait au poids de tous les secteurs sur la France de Provence. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est bien représenté. Sur la dernière période, donc on évalue, nous, les 5 dernières années, on a des effectifs qui étaient plutôt stables, donc qui étaient en augmentation avant la crise et qui se sont ensuite plutôt stabilisés. Je vous ai mis cette carte, c'est pas forcément pour que vous voyez les chiffres, c'est plus au niveau des plages de couleurs, au niveau de la répartition sur le territoire. Donc on a des effectifs et des entreprises qui sont surtout représentés sur les territoires les plus urbanisés. Donc le orange foncé, par exemple, on voit sur Strasbourg, sur Nancy, mais aussi du côté de Metz, du côté de Mulhouse ou du côté de Châlons-en-Champagne. Donc c'est là où on retrouve les effectifs salariés les plus importants. Donc là, on est vraiment sur le côté des entreprises qui ont un code d'activité dans le sport et de l'animation, que les salariés exercent
exercent une profession du sport de l'animation ou une profession connexe au sein de l'entreprise. De l'autre côté, donc sur la partie droite, sur les actifs, donc ça c'est vraiment 28 200 actifs qui exercent un métier du sport ou de l'animation au dernier recensement de population. Donc quel est leur profil? On est plutôt sur des profils de femmes, donc ils sont surreprésentés par rapport à toute profession confondue, on est à 59%. On est plutôt sur des profils de jeunes, les moins de 25 ans sont surreprésentés par rapport aux 50 ans et plus, qui sont proportionnellement moins nombreux que par rapport à toute profession confondue. Et puis, on est sur des emplois pérennes, des contrats pérennes un peu moins conséquents que toute profession confondue. Donc là, c'est vraiment au global sport et animation. Si je passe maintenant sur les données des demandeurs d'emploi, donc là, je suis au 4e trimestre 2021, on comptait 8 900 inscrits sur ces métiers-là. On est 2/3 donc sur des personnes qui avaient au moins un niveau 4, puisqu'on est aussi sur des niveaux de diplôme BPGEPS qui est assez représenté, donc ça s'explique aussi par rapport à ça. Et puis on a des demandeurs d'emploi qui ont été plus nombreux donc, à s'inscrire sur ces métiers-là sur la période 2016-2021, alors qu'on a une baisse des effectifs donc, de demandeurs d'emploi sur la même période. Concernant les offres d'emploi, donc on a en fin d'année, sur l'année 2021, 6 700 offres qui ont été diffusées. Et puis les données du dessous, ce sont des données sur les offres collectées. Donc on avait 57% d'offres durables, donc ce qui est équivalent à tout métier confondu en région. Par contre, au niveau de l'évolution des offres, on était sur quelque chose d'assez stable sur la période 2016-2021. Donc ça peut faire aussi un parallèle avec le fait que l'emploi salarié sur la période 2015-2020, elle était aussi stable, et puis que la crise sanitaire a dû entrer en jeu, puisque tout métier confondu, on était plutôt sur une progression. Concernant la formation, donc là, je suis sur du niveau CAP au BTS, donc sur les formations en lycée et sur les formations de l'apprentissage tout niveau. Donc, je n'ai pas les formations ici de l'université hors apprentissage, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai 900 jeunes en formation initiale sur l'année scolaire 2020-2021. On avait donc sur les effectifs comptabilisés 62% en apprentissage et 54% de filles. Sur la formation professionnelle continue qui est financée par le Conseil régional en 2021, on comptait 474 places au total, donc vraiment sport et animation. Et puis, avant de laisser la parole, peut-être quelques données sur l'évolution dans le secteur au niveau de la pratique, donc au niveau du sport. Ce qu'on peut noter, c'est la démocratisation de la pratique sportive avec les politiques d'État, donc la pratique sportive pour tous. Et puis, donc d'un côté, cette démocratisation, et puis aussi toutes les données sur la performance sportive avec l'exploitation des données, avec tout l'équipement connecté, par exemple. Et puis, que ça soit sport et animation, on a aussi tout ce qui est développement d'une société plus inclusive, que ça soit dans le sport ou l'animation, avec, par exemple, l'intégration des publics en situation de handicap. Et puis, aussi tout ce qui est transition écologique et ce qui a émergé après la crise sanitaire, qui est l'envie des activités de plein air. C'est fini pour ma part, donc je laisse la parole à mes collègues. Ok, merci beaucoup Pauline pour cet éclairage concernant l'emploi dans le secteur. Nous allons maintenant passer la parole à 2 experts du territoire et je donne le micro à Nathalie Lépine d'Uniformation qui va nous donner des informations sur les financements pour tous les publics concernant le secteur de l'animation. Alors, donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier de présentation des métiers de l'animation et du sport. Donc, je suis Nathalie Lépine et je suis conseillère emploi-formation au sein d'Uniformation. Uniformation est un OPCO et notre rôle, c'est de concevoir, de financer et de développer la formation professionnelle pour nos adhérents. Donc, nos adhérents, ce sont des entreprises de la cohésion sociale
toutes ces structures, elles ont un point commun, c'est de s'investir à vos côtés dans l'accompagnement en fait de la personne tout au long de sa vie professionnelle. Donc, on travaille auprès de structures comme les missions locales, comme Pôle emploi, comme l'habitat social, l'aide à domicile. Ça représente 32 000 structures au national pour à peu près 1 million de salariés. Et ces structures sont réparties en 22 branches professionnelles, ce qui m'amène aujourd'hui à être présente puisque nous nous occupons aussi de 3 branches professionnelles qui emploient des salariés dans le secteur de l'animation, dont 3 branches. La branche Éclat, qui s'appelait auparavant la branche animation, la branche Alisfa, qui est la branche acteur du lien familial et social et familial, dont dépendent certains centres sociaux, par exemple, et puis aussi la branche du TSF, tourisme social et familial, qui aussi emploie des animateurs. Donc, l'emploi dans l'animation, elle est présente sur tout le territoire. Au national, c'est près de 150 000 salariés, dont à peu près 13 200 sur le Grand Est. Et pour la majorité, la grande majorité, ils exercent en CDI et dans des petites structures à taille humaine, puisque la majorité des structures ont moins de 10 salariés. Le métier phare que je pense tout le monde connaît, c'est celui d'animateur, très recherché par les employeurs, notamment actuellement, puisqu'il y a des grosses difficultés de recrutement sur ce métier. Selon notre baromètre en 2021, c'était l'un des 3 métiers les plus recherchés par nos adhérents, avec celui de l'aide à domicile. En Grand Est, ça représente à peu près 40% des projets de recrutement pour nos adhérents des branches Éclat et Alisfa. Donc, c'est pour vous donner une représentation. Le métier d'animateur, on connaît souvent le métier d'animateur en centre de loisirs, mais c'est un métier qui a des multiples facettes. On peut exercer auprès de différents publics, des enfants, des ados, des personnes âgées, et puis aussi dans différents domaines. Par exemple, le domaine du numérique, on l'a vu dans la petite vidéo, la nature, il y a des animateurs nature, donc dans le domaine de l'environnement, les activités du cirque par exemple, ou encore la culture. Il permet aussi, et c'est important, d'évoluer vers d'autres postes, comme coordinateur d'activité, responsable de secteur, par exemple sur un public en particulier, responsable de secteur famille dans les centres sociaux, ou responsable de structure. Donc, vous allez là avoir 2 slides qui, sous une forme de graphique, montrent différents parcours. Donc, on a un premier parcours où la personne, au départ, avait un BPGEPS. Il est devenu coordinateur d'activité et puis au fur et à mesure de son expérience et en se diplômant, il va pouvoir être responsable d'accueil de loisirs et directeur de structure. Et puis, c'était celui d'avant. Donc, celui-ci, par exemple, qui a démarré par le BAFA, animateur socio-culturel, et puis il a pu faire un CQP loisirs, sport et loisirs. Et mon écran a changé. Et donc, du coup, évoluer aussi, soit avec son expérience et aussi avec la formation. Alors, je vous coupe, Nathalie. Excusez-moi, je vous coupe. Et puis, alors, je vois qu'on a un petit problème technique. Lorsqu'on est animateur ou animatrice, d'après ce que vous dites là, c'est qu'il y a vraiment des possibilités d'évoluer, c'est se former, c'est ça? C'est quelque chose qui est très important dans cette branche. La formation, c'est une réelle volonté de la branche. Tous les ans, elle flèche des fonds particuliers pour former ses salariés. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des possibilités de financement pour tout public, que ce soit les jeunes avec l'alternance par exemple, que ce soit les salariés avec des fonds particuliers, par exemple les fonds conventionnels, ou que ça soit aussi des demandeurs d'emploi qui peuvent aussi venir dans les secteurs. En tant que conseillère, moi, je peux vous dire que donc, je suis au quotidien, j'accompagne au quotidien des structures de l'animation et vraiment, ils ont à cœur aujourd'hui de pouvoir former leurs différents salariés et aussi, durant ces dernières années, de pouvoir accueillir de nouveaux salariés puisqu'on a
dépasser tous les objectifs concernant le contrat d'apprentissage. Les deux branches, ALISPA et CLA, font partie des branches qui ont signé le plus de contrats d'apprentissage depuis 2020. Donc, c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Tous les diplômes vont être accessibles par la voie de l'alternance. Et sur ce secteur, on retrouve bien sûr le BPGEPS, qui est le diplôme, voilà, les contrats les plus signés. Et les délais pour obtenir un financement, c'est-à-dire est-ce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance? Admettons, j'ai un projet de passer le BPGEPS en septembre et puis au mois d'août, je vous envoie ma demande de financement. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable en termes de délai? Alors, les OPCO, au niveau des OPCO, les demandes de financement sont réalisées par les employeurs. Donc, si une personne souhaite se lancer dans, par exemple, un contrat d'apprentissage, la première chose, c'est d'aller démarcher des employeurs et d'aller rencontrer différents employeurs. Après, c'est assez rapide. Au niveau de l'OPCO, tout ce qui concerne l'enregistrement derrière va être assez rapide derrière. De même, la prise en charge des formations. Les prises en charge de formation, on a des réponses sous un mois pour les prises en charge de nos adhérents. Donc, le plus important, je dirais, pour une personne aujourd'hui, c'est de choisir, d'identifier le diplôme et puis de trouver en fait son employeur. D'accord, merci. Alors, concernant quelques mots encore concernant en fait la formation, vous avez remis moi des chiffres clés sur le Grand Est, avec d'une part sur la droite, donc là ça correspond le disque que vous avez sur votre droite, ça correspond à plus de 550 formations qui ont été financées vers des diplômes. Donc on voit sous différentes formes, emploi, en cours d'emploi, donc ça c'est les salariés qui sont au sein de nos adhérents, en contrat d'apprentissage et en contrat de pro. Et sur la gauche, ce graphique-là reprend en fait tous les dossiers qui ont été financés en alternance. Donc on voit qu'en alternance, on peut préparer un CPGEPS, c'est la première marche, le BPGEPS, le DES-GEPS, mais juste au DS-GEPS. Et donc, j'ai remis dessous aussi, tous les ans, j'ai une collègue en Lorraine qui met en place des POE pour le métier d'animateur dans un centre social. Donc, c'est une expérimentation depuis plusieurs années qui se fait en Lorraine, mais qui est tout à fait aussi adaptable dans d'autres bassins et sur laquelle on peut travailler ensemble. Dans les slides suivants, je vous ai laissé des ressources que l'on retrouve sur le site Uniformation. Une qui me paraît assez sympa, c'est un petit test qu'on a fait qui s'appelle « Trouver le métier fait pour moi », qui permet avec quelques questions d'identifier quel métier de la cohésion sociale est fait pour toi. Et puis, vous retrouvez des fiches métiers, de la documentation, des vidéos et notamment le Zoom animation qui a été fait en collaboration avec l'ONICEP en 2019, où là, vous retrouvez des témoignages de vraies personnes, de vrais salariés qui exercent chez nos adhérents. Et puis, ça vous explique les différents parcours possibles. Et puis, sur l'avant-dernier slide, vous retrouvez tous les liens vers notre web TD et nos réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont plutôt friands en fait des petites vidéos qui sont sur les réseaux. Sachez aussi que nos adhérents sont prêts à vous accueillir si vous avez envie de découvrir dans le réel les métiers. N'hésitez pas à me solliciter et à solliciter mes collègues, dont vous trouvez les coordonnées là sur ce dernier slide contact, pour pouvoir rencontrer des structures qui œuvrent dans l'animation et qui seront prêtes à vous expliquer leur métier, leurs activités, leurs pratiques. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation, je dirais plus que complète et surtout express. Et je vais laisser la parole à Camille Bufflet de l'AFDAS. On attend Camille.
Camille, êtes-vous là? Non. Ça y est. Voilà. Tout à fait, je suis là. Voilà, merci Camille, c'est à vous. Merci pour la suite. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Camille Buffler de l'AFDAS, opérateur de compétences, au même titre que Nathalie, mais pour la branche particulièrement du sport, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le AFDAS regroupe néanmoins 31 branches. Quelques chiffres très, très rapides au niveau national. Donc, 31 branches qui regroupent 64 000 entreprises. Donc, 94% d'entre elles sont des TPE, PME et qui emploient moins de 50 salariés. Un rôle de conseil et d'accompagnement auprès de nos entreprises, évidemment, avant tout. Et puis, l'AFDAS est aussi engagé à travers plusieurs missions. Et je vais mettre particulièrement l'accent sur l'anticipation des évolutions en matière d'emploi, sur l'identification des besoins en compétences, le développement de l'accès à la formation, la promotion de l'alternance. Et également engagé grâce à un réseau de proximité avec une délégation Grand Est basée à Strasbourg et un bureau rattaché à Metz. Quelques chiffres clés en Grand Est. 5 642 entreprises comptabilisant 17 557 salariés en Grand Est et dont 1 271 entreprises dans le sport, comptabilisant 4 731 salariés. Et en 2021, un chiffre clé, nous avons financé 872 contrats d'apprentissage dans le sport. C'est une entreprise sur deux qui a recruté en contrat d'apprentissage dans le sport, parmi toutes nos branches. Donc, un poids très important. La branche du sport, c'est la branche la plus représentée au niveau de l'AFDAS. Alors, vous ne serez pas surpris, bien évidemment, c'est que le secteur du sport a été fortement touché, impacté par la crise sanitaire, puisque toutes les structures étaient fermées pendant de longs mois. Il a fallu réagir, qu'ils réagissent très vite en mettant en place des stratégies. Stratégie autour de 3 axes, le développement des activités, une politique commerciale tarifaire renouvelée et le 3e axe, la formation des salariés que je vais développer plus particulièrement. Donc, ce 3e levier pour les branches du sport, c'est celui de la formation des salariés, ce qui a été demandé à 31% des structures. Comment organiser ce rebond qui passe donc par le développement de l'emploi et des compétences. 25% des structures déclarent avoir besoin d'emploi et de compétences dont elles ne disposent pas encore actuellement en interne. Alors, pour faire face à ce besoin, trois directions. 39% pensent recruter de nouveaux salariés, 38% des 25 toujours pensent avoir recours à des bénévoles et enfin 33% pensent avoir recours à la formation professionnelle. Donc c'est ce point-là que je me propose de développer davantage. Pour faire face à ce besoin en emploi et en compétences, il y a des structures qui mettent en avant donc les métiers de l'encadrement et de l'activité physique et sportive à 54%, et puis les métiers du développement et des activités. Les métiers de l'encadrement de l'activité physique et sportive, qu'est-ce que ça regroupe? Quelques exemples, l'éducateur sportif en club, les éducateurs sportifs sport santé, enseignants et animateurs de loisirs sportifs. Et pour le focus sur les métiers du développement, des exemples, responsable de chargé de développement ou chargé de promotion marketing. Ça, c'est ce qu'il ressort et ce qui a pu être quantifié au niveau des besoins en emploi et en compétences, en tout cas du développement. On retrouve sur une cartographie des métiers qui est organisée autour de 37 métiers répartis en 7 familles,
les besoins, par exemple, d'encadrement avec l'éducateur sportif que vous retrouvez sur cette slide. Sur une slide ressources, vous aurez le détail, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais vous aurez le détail d'une vingtaine de fiches métiers, dont évidemment les métiers qui ressortent et qui sont le plus recherchés et dont nos entreprises cherchent à développer les compétences. Sur cette slide, vous pourrez également voir qu'un scénario cible d'évolution de l'emploi à l'horizon 2025 a pu être effectué grâce au support des observatoires, des enquêtes réalisées et dont le repérage des métiers en émergence et en développement à l'horizon 2025-2030 a pu ressortir. De la même manière que pour la cartographie des métiers de la branche du sport, sur la slide ressources, vous aurez le détail des métiers en développement et en émergence. Merci beaucoup, Camille. Et Alors, justement, une dernière. 2023, voilà, on entend parler Oui. du campus 2023. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est toute cette campagne de communication, le kit qui accompagne ce projet ambitieux? Oui, merci de le souligner. Un arrêt sur image important, très important, lié à un événement mondial à venir, la Coupe du monde de rugby en 2023. Campus 2023, qu'est-ce que c'est? C'est un employeur et un centre de formation qui recrute à aujourd'hui, enfin depuis l'année dernière, 2023 apprentis. C'est pour le petit clin d'œil, Coupe du monde de 2023, 2023 contrat d'apprentissage en recrutement. Et sur le Grand Est, il y a 25 postes à pourvoir concernant 2 formations, 2 parcours, principalement un parcours de bac+1 chargé de mission d'une structure sportive où vous retrouvez toutes les informations sur le détail, les prérequis, comment s'inscrire, quelle démarche effectuer sur les liens sur cette slide, et un parcours bac+3 administratrice donc de structure sportive. Également, le lien où vous pourrez orienter et retrouver toutes les informations utiles à la manière d'intégrer ce parcours. L'inscription et les informations se trouvent sur le site campus2023.fr avec tous les détails. L'idée, évidemment, étant que ces jeunes-là vont pouvoir profiter de l'organisation de la Coupe du monde de rugby pour se former au métier du sport, entre autres. Il y a d'autres postes également dans le domaine de la sécurité du tourisme qui sont à pourvoir. À ce jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les recrutements ont démarré l'année dernière. Mais aujourd'hui, pour la rentrée 2022, pour septembre 2022, il y a ces fameux 25 postes à pourvoir dans le Grand Est. Donc, je vous invite vraiment à consulter le site de campus 2023. Une slide sur les outils et les ressources à votre disposition. Un référent au sein de l'AFDAS, de le Grand Est, en tout cas de branche du sport, Michel, mon collègue Ottenvelter, avec son mail. N'hésitez pas à l'utiliser pour toute question concernant des projets de parcours, de formation, de financement. Et tous les liens utiles, le lien du site de l'AFDAS en général, des observatoires de nos 31 branches et l'observatoire du sport, la cartographie des métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les fiches métiers détaillées, 20 fiches métiers, et évidemment les liens pour nous suivre sur nos réseaux sociaux.
J'en ai terminé. Merci Camille. Je passe la main. Oh, merci. Merci pour ce complément d'information. Donc, le point de vue de l'Opcosport après le point de vue de l'Opcoanimation d'uniformation. Nous passons maintenant la parole à Christine Termino de l'AGFIP qui va nous donner des informations sur l'inclusion autour du handicap et tous les outils disponibles. Nous invitons Christine à monter sur scène. Elle est arrivée. Bienvenue parmi nous et je vous laisse la parole. Et je compte sur vous pour être tout aussi succincte que nos précédents partenaires parce que je vois le compteur qui tourne. À vous, Christine. Merci. Alors, j'essaierai, vous m'entendez, parce que je ne peux pas mettre de caméra, malheureusement, ça ne fonctionne pas, mais l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. On vous entend. C'est parti. Bon, bah c'est l'essentiel. Donc, je suis Christine Termino, je suis chargée d'études et de développement à l'AGFIP, Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et je vous propose de vous présenter les aides et dispositifs mobilisables pour faciliter la formation des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons déjà 2 aides incitatives pour les employeurs, pour les inciter à recruter via l'alternance, que ce soit donc des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Ces aides sont à hauteur de 4 000 € maximum proratisés en fonction de la durée du contrat d'apprentissage pour un contrat d'apprentissage d'une durée minimum de 6 mois. Vous avez la même chose pour les contrats de professionnalisation avec une aide maximale de 5 000 € cette fois. Alors, la mobilisation de l'AGFIP est assez facile, c'est-à-dire que vous déposez une demande de financement sur notre site dématérialisé dont je vous ai mis effectivement le lien là sur cette slide, avec 3 justificatifs. Donc, le titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, le relevé d'identité bancaire de l'organisme de formation ou du CFA et la copie de CERFA du contrat en alternance. Nous réagissons rapidement puisque le premier versement qui est d'un montant de 60% du montant prévu a lieu dans les 15 jours suivant la réception du dossier et s'ensuit ensuite un second versement. Point de vigilance, donc les dossiers sont à déposer donc au moment de la signature, le plus en amont possible, mais nous acceptons effectivement, s'il y a quelques retards, d'octroyer quand même la subvention. Donc, nous avons également un dispositif appelé Ressources Handicap Formation, RHF, qui est un dispositif qui est totalement gratuit, qui est mobilisable par l'apprenant lui-même, donc le stagiaire de formation ou l'apprenti, par l'organisme de formation lui-même ou par le prescripteur de formation. Ce dispositif donc permet d'accompagner tout organisme de formation ou les CFA dans l'évaluation de la compensation à mettre en place pour permettre à la personne de suivre la formation dans de bonnes conditions. Donc tout ce qui est compensation, c'est-à-dire qui peuvent être des adaptations pédagogiques, des heures de formation supplémentaires, l'acquisition d'outils, par exemple, spécifiques ou de type organisationnel. Donc, ce dispositif va accompagner le référent handicap ou l'organisme de formation pour évaluer les besoins d'adaptation au regard du handicap de la personne, rechercher des solutions de compensation et accompagner la formation ou le CFA pour la mise en place de ces adaptations. Donc, ces adaptations sont financées soit par les OPCO, soit par l'AGFIP. Je vais y revenir. Je vous ai laissé les coordonnées de ces dispositifs-là par département. Donc, vous voyez que nous travaillons en toute proximité. Quelques chiffres là aussi d'informations. Donc, le nombre d'aides, donc les aides que je vous ai présentées, aides à l'apprentissage ou aides au contrat de professionnalisation, ont évolué notamment pour le contrat d'apprentissage. Vous voyez entre 2019 et 2022, avec des objectifs de 400 contrats d'apprentissage aidés, donc financés par l'AGFIP, et 90 pour les contrats de professionnalisation.
Notre dispositif que je viens de vous présenter très rapidement, ressources handicap formation qui accompagne les organismes de formation et les CFA, ont réalisé 942 accompagnements de référents handicap auprès de 226 organismes de formation tout confondus et ont mis en place 698 plans d'aménagement en 2021. Nous avons également un dispositif des experts par type de handicap, appelé prestations d'appui spécifiques, peu importe. Donc, nous avons des experts qui peuvent être tout à fait mobilisés par type de handicap, vous voyez, handicap auditif, moteur, cognitif, etc., qui eux aussi permettent d'analyser les aménagements à mettre en place au cours de la formation pour sécuriser le parcours de formation de la personne et éviter toute rupture en cours de contrat d'apprentissage ou de formation. Et j'en finis déjà avec la dernière slide, de vous dire que la loi du 5 septembre 2018, qui a trait avec, entre autres, à la réforme de l'apprentissage, met en charge donc les OPCO pour financer les adaptations pédagogiques de formation et notamment des apprentis au cours de leur apprentissage. Donc, pour tous les contrats d'apprentissage signés à partir du 1er janvier 2021 pour les personnes qui ont une reconnaissance avérée de qualité de travailleur handicapé obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées, lorsqu'effectivement le CFA a rempli la grille d'évaluation des adaptations à mettre en place au cours de la formation, cette grille évalue donc le coût correspondant. Cette grille d'évaluation donc est envoyée à l'OPCO ainsi que la facture et donc l'OPCO finance ces adaptations pédagogiques au sens large auprès directement du CFA. L'AGEFIP a souhaité reproduire ce dispositif pour tout stagiaire de la formation professionnelle et non pas seulement pour les apprentis. Donc, pour toutes les autres formations hors apprentissage, la même grille d'évaluation est à évaluer. Donc, vous vous rapprochez donc de l'organisme de formation et de ce dispositif ressources handicap de formation dont je vous ai laissé les coordonnées, qui remplira donc cette grille d'évaluation et nous déposera donc une demande de subvention directement auprès de l'AGEFIP pour financer intégralement à 100% toutes les adaptations nécessaires à mettre en place pour permettre à la personne de suivre sans problème donc sa formation. Voilà, j'espère avoir été suffisamment synthétique. Grand merci Christine, c'était parfait. Vous avez toutes tenu le rythme. Oui, excuse-moi, je vous coupe. On a une question sur le cumul pour vous, Christine, sur la possibilité de cumuler les aides AGEFIP sur le BAFA. Voilà, on a une question de ce type-là. Est-ce qu'on peut cumuler des aides AGEFIP avec des aides BAFA? Voilà. Alors, en fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez effectivement faire appel à la RHF? Oui, c'est ça. Oui. À ce dispositif, oui. Alors, c'est vrai que oui, toute formation. Donc, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc merci Camille, merci Christine, vous voyez, même moi je me mélange les pinceaux. Donc, nous n'avons pas fini avec les informations que partagent avec nous nos experts. Je donne donc la parole à Jean-Marc Rodolphe de la Dragesse qui va s'exprimer sur les aptitudes requises aux différents métiers et diplômes. Je vous invite à monter sur scène Jean-Marc et je vous tends le micro. Merci. Alors, avant de l'intervention de Jean-Marc, je rappelle aux auditeurs si vous pouvez vraiment poser vos questions dans l'onglet questions parce que beaucoup d'entre vous posent des questions dans le chat et on ne les voit pas forcément. Donc, merci. C'était une petite précision. Vous m'entendez? On pourrait presque vous entendre un peu mieux, mais c'est pas mal. Merci. Je peux parler un peu plus fort si vous le souhaitez. Oui, je pense que ce sera peut-être un petit peu utile de se rapprocher du micro ou de parler un peu plus fort. Merci, à vous. Bon, je vais parler plus fort. Par contre, je n'arrive pas à activer ma caméra.
Désolé pour tout le monde. Donc, moi aujourd'hui, c'est surtout pour parler un petit peu de la responsabilité de la DRAGES au regard des organismes de formation. Donc, nous avons un pouvoir régalien d'accompagnement et de respect des règles liées à la mise en place des formations. Dans un premier temps, les organismes de formation sont habilités par la direction régionale au regard du dossier qu'ils nous proposent sur leur programme de formation, sur les lieux de formation, sur les intervenants sur les formations et sur les processus de certification. Ça, c'est notre priorité. Ensuite, nous sommes présents pour les accompagner dans leur processus de certification. On vérifie que toutes les règles liées à la mise en place des examens qui vont permettre d'obtenir le diplôme sont respectés. Pour ce faire, nous nous appuyons sur un collège d'experts qui constitue le jury plénier. Ce jury plénier se réunit régulièrement de manière à valider les résultats des organismes de formation et c'est la condition sine qua non pour qu'un diplôme soit obtenu par un stagiaire. Voilà un petit peu le processus vis-à-vis des organismes de formation. Et puis après, nous avons un accompagnement quotidien auprès des organismes de formation sur les différentes problématiques qu'ils sont amenés à rencontrer. Bon, je pense que parmi vous, personne ne descend d'une autre planète. Vous savez que pendant 2 ans, on a été impacté par la crise du Covid. Cette crise du Covid a fait qu'un certain nombre d'activités ont été mises en sommeil. Pour autant, on a réussi, grâce à l'adaptabilité du ministère, on a réussi à proposer des palliatifs pour que l'ensemble des stagiaires puissent suivre leur formation en entreprise, puisque toutes les formations sont en alternance. Il fallait absolument qu'on puisse offrir aux stagiaires la possibilité de continuer à suivre cette alternance qui est indispensable pour l'acquisition de compétences. Donc, voilà où on en est. Après, on accompagne également les organismes de formation, les stagiaires sur leurs demandes sur les financements, puisqu'on travaille avec les financeurs des formations, ce qui nous semble essentiel, de manière à ce qu'il y ait ça nous permet d'avoir une logique globale sur le Grand Est, sur les options qui sont offertes aux stagiaires en fonction de leur statut pour obtenir des financements. Ensuite, bien évidemment, on a régulièrement des contacts avec les organismes de formation, avec les structures qui accueillent des stagiaires par rapport à des problématiques très, très particulières dont je ne ferai pas état maintenant. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à la responsabilité. C'est le pouvoir régalien de l'organisme de formation. Après, au niveau départemental, il y a une gestion des cartes professionnelles, puisque c'est au niveau départemental que se gèrent les cartes professionnelles qui permettent d'encadrer la pratique contre rémunération. Voilà. Je vais regarder s'il y a des questions et puis au fur et à mesure des questions, je pourrai y répondre. N'oubliez pas de garder ce bon rythme que vous avez. Voilà. Alors effectivement, on a des questions au fil de l'eau, mais il y a des spécialistes qui répondent en direct. On avait quoi comme question sur le BAFA, beaucoup de questions sur le BAFA, voilà, hein, c'est vraiment sur les diplômes, sur l'apprentissage, l'ouverture à l'apprentissage des qualifications. Alors, je ne sais pas si vous saurez répondre. Quel est l'âge minimum pour un contrat en apprentissage, par exemple?
Alors, je viens d'y répondre D'accord. dans les questions par écrit. L'apprentissage est ouvert à partir de 16 ans, mais il est vrai que majoritairement dans notre secteur, les personnes qui rentrent sur les formations que CPGEPS, BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, etc., ont principalement 18 ans, puisqu'ils sont très rapidement en autonomie face au public qu'ils encadrent, et donc il faut une responsabilité légale. D'accord. Par contre, tous les stagiaires peuvent suivre les formations, quel que soit leur âge. Enfin, à partir de 16 ans. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. La seule contrainte, elle est liée à l'arrêté d'organisation des diplômes. Si un arrêté d'organisation des diplômes ne prévoit pas un âge limite, c'est à partir de 16 ans. Voilà. Et l'obtention du diplôme peut se faire même avant 18 ans. C'est l'exercice des fonctions qui, la plupart du temps, se font à partir de 18 ans. Mais alors justement, là, vous dites à partir de 16 ans, mais alors un animateur à partir de 16 ans qui est âgé de 16 ou 17 ans, qui prend en charge un groupe d'enfants, puisque d'ailleurs, c'est combien d'enfants par animateur? Élise, si tu veux répondre. Sinon, c'est en fonction de l'âge. En fonction de l'âge, il y a un nombre en moins de 8 ans, je crois que c'est 8 gamins. D'accord. Élise? Oui, là, on est sur de la réglementation précise, là. D'accord. Voilà, Alice. D'accord, sur de la réglementation précise. Donc, un animateur à partir de 16 ans peut tout à fait encadrer… Non, ça va être complexe, il ne sera pas en autonomie. Donc, voilà. Déjà, le BAFA n'est ouvert qu'à partir de 17 ans. Donc, ce n'est pas pour rien. Et sur les formations qualifiantes, oui, on devrait pouvoir prendre en apprentissage à partir de 16 ans. Mais dans les faits, pour que l'apprenti ou le stagiaire soit en autonomie, il faut qu'il soit majeur. Donc, il doit toujours être du coup en doublon avec quelqu'un de majeur. Et donc, ce qui ne se fait que très rarement dans les structures. D'accord, merci pour ces précisions. Oui, donc ça permet d'éclairer peut-être par rapport à l'âge pour le BAFA et puis les responsabilités, et, voilà, l'encadrement. J'ai le sentiment, Jean-Marc, que vous en avez presque terminé. C'est vous qui me dites. Vous en êtes terminé. Oui, on va dire que c'est terminé pour vous et que du coup, vous avez déjà vu. Merci. Que vous avez déjà vu entrer en scène entre-temps Élise Perrin et Maxime Masson, les chargés de mission de l'Association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation, qui vont, eux, bien plonger maintenant avec nous pour nous présenter les métiers et les diplômes. Et je vous donne ou redonne la parole, Élise et Maxime. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Élise. C'est moi qui commence à prendre la parole. Maxime, mon collègue, prendra la parole. Enfin, on va faire à deux voix la présentation des métiers et des diplômes. Voilà. Donc, voilà, la majorité des… Alors, il y a des diplômes un petit peu dans plusieurs filières de formation. Il y a la filière de formation scolaire, éducation nationale, qu'on connaît généralement peu, puisqu'elle n'est pas forcément très répandue, ou en tout cas, elle prend de plus en plus d'ampleur. Donc, il faut savoir qu'à partir de 16 ans, il existe, après la troisième, un bac pro animation en 3 ans, qui permet de déjà bien débroussailler toutes les connaissances et toutes les notions dans le secteur de l'animation, avec même la possibilité maintenant, avec l'unité facultative en secteur sportif, de faire un petit peu d'animation sportive aussi durant le bac pro, sachant que l'unité facultative est accessible à tous les bacs pro et pas uniquement au bac pro animation. Il existe aussi une mention complémentaire, donc un bac plus 1, qui s'oriente plus vers les bacs pro et les bacs techno, qui est la mention complémentaire animation et gestion dans le secteur sportif. Voilà, donc, et sur les filières universitaires, des DUST, des BUT, des licences, mais on va aller un peu dans le vif du sujet après. Il y a effectivement aussi toute la filière jeunesse et sport, dont on vous parlera sur les diapos suivants, donc du CPGEPS au DESGEPS. Et il y a des diplômes des branches professionnelles avec les CQP et les TFP. Voilà. Avec la base des formations non professionnelles, mais qui sont utiles et qui sont intéressantes pour les candidats qui veulent aller après vers les formations qualifiantes. Le BAFA, le BAFD, le BNSSA, le brevet national de sauveteur secouriste aquatique, les brevets fédéraux qui sont proposés par les fédérations sportives. Voilà, toutes ces choses qui peuvent être faites en amont de l'entrée sur les formations qualifiantes.
Maxime. Oui, merci Élise. En quelques mots, les diplômes du coup côté animation, avant qu'Élise reprenne la parole pour le côté plutôt sport, vous avez ici les diplômes qui sont délivrés par le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Vous en avez quatre diplômes qui confèrent 4 niveaux différents. Le premier accessible, vous le connaissiez peut-être sous ce qu'on appelait le BAPAT et aujourd'hui le CPGEPS. C'est le premier diplôme de la filière pour se professionnaliser. Il confère un niveau CAP, BEP, donc niveau 3 pour ceux et celles qui parlent en niveau. Vous avez derrière le fameux BPGEPS, dont vous avez déjà entendu parler au cours de cet atelier précédemment, avec 5 mentions différentes, donc qui confèrent à chaque fois plutôt soit une spécialité de public, soit une spécialité d'activité. Les 5 mentions, comme c'est indiqué, loisirs tout public, animation sociale, animation culturelle, éducation et à l'environnement d'un développement durable et activité du cirque. Là, on est plutôt pour former des animateurs, ceux et celles qui vont sans doute avoir sous la responsabilité les diplômés d'un CPGEPS. Vous avez ensuite, on va dire, le diplôme pour coordonner les équipes et les projets, qui s'appelle le DEGEPS, le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et vous avez enfin le diplôme pour devenir plutôt directeur, pour diriger les structures, le DESGEPS, donc le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce sont des formations qui sont proposées en alternance, soit sous contrat de stage, soit sous contrat d'apprentissage, qui sont accessibles sur test de sélection, un test écrit et un entretien oral de motivation pour jauger un petit peu la qualité du candidat. Il faut absolument à l'entrée en formation le PSC1 et il faut avoir soit le BAFA, comme on le disait juste avant, qui est important et qui est la première pierre d'un projet dans l'animation, encore plus, mais également aussi potentiellement dans le sport, ou des heures d'expérience. Pour vous donner un exemple, pour entrer en BPGEPS, il faut avoir 200 heures d'expérience validées. Sauf si on a le BAFA, c'est soit l'un, soit l'autre. L'idée, c'est aussi de dire que pour rentrer dans ces diplômes, il n'y a pas forcément de prérequis scolaires, il n'y a pas forcément besoin d'être bachelier. Ce qui va compter, c'est forcément l'expérience qu'on acquiert, notamment dans le cadre du BAFA, et puis la motivation, le savoir-être, qui sont primordiales pour notamment ce qui va constituer les tests d'entrée écrits et oraux. Concernant le reste des diplômes dans l'animation, vous avez plutôt ici sur cette slide ce qui va concerner le ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale. Vous avez les fameux bac pro animation enfance et personnes âgées. Alors, comme leur nom l'indique, l'idée de ces bacs pro est de permettre aux titulaires de concevoir des activités de nature plutôt variée, mais plutôt à destination soit d'un public très jeune, soit d'un public un petit peu plus âgé. On vous a mis les établissements scolaires qui forment à ce diplôme. Vous en avez approximativement déjà plus du côté est du Grand Est que ouest du Grand Est, mais plus ou moins dans chaque département, à quelques exceptions près. Vous avez également un BUT, les ex-DUT, en l'occurrence carrière sociale, option animation sociale et culturelle, qui est disponible notamment à Reims, côté Champagne-Ardenne, et à Belfort pour l'Alsace. Indust, métier de l'animation sociale, donc Bac plus 2, idem pour le BUT, qui sont pour les 3 derniers diplômes de cette slide, des diplômes post-bac. Et la licence pro, donc qui s'intègre à partir d'un Bac plus 2 validé, métier de l'animation sociale, socio-éducative, socio-culturelle, où vous en avez 9 en France, mais qui sont toutes hors de la région. D'accord, merci beaucoup Maxime. Alors on a une question, je pense que c'est pour Élise. Une question. Alors tout d'abord, beaucoup d'entre vous demandent la liste des centres de formation. Où est-ce qu'on trouve le Bac Pro Animation, dans quelle ville du Grand Est? Donc, il n'y a pas de souci. Vous aurez en fin de document la liste des centres de formation. Tout ça vous sera envoyé automatiquement avec le PowerPoint.
Donc là, on a une question. Faut-il un casier judiciaire vierge, notamment si on est en contact avec les enfants? Voilà. Alors, effectivement, il y a des spécificités hein, par rapport à l'encadrement du public. Il faut savoir que sur l'entrée en formation ou à la délivrance aussi du BAFA, il y a des demandes de casier judiciaire qui sont faites par les administrations. Et donc, il faut un B2 vierge. Voilà. Donc, il y a de toute façon hein, des vérifications. Mais c'est important aussi, même nous, Maxime et moi-même, quand on rencontre des candidats en amont, qu'on les informe sur les métiers, les formations, et qui nous évoquent des problèmes judiciaires, on peut, avec leur accord bien sûr, aller demander si leur casier leur permet d'aller encadrer et de rentrer en tout cas dans les métiers et les formations du secteur. Merci beaucoup, Élise. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Oui, bien sûr. Vas-y, Jean-Marc, on arrive au métier du sport. Oui. Alors, effectivement, les conditions d'honorabilité sont nécessaires pour la délivrance d'une carte professionnelle. Or, les stagiaires qui sont en formation, certes, quasiment la plupart des organismes de formation demandent à ces stagiaires de faire une demande temporaire d'autorisation d'exercice. Cette demande est faite auprès du préfet du département de leur lieu d'exercice. Et il se peut malheureusement que parfois, pour certains stagiaires, une condamnation réapparaisse. Ça n'empêche pas le stagiaire de continuer sa formation, mais par contre, tant qu'il n'y aura pas effacement de la condamnation, il faudra que le stagiaire ne pourra pas encadrer du public. Il pourra suivre toutes les parties théoriques, en l'occurrence pour le BP, pour les BP, l'UC1 et l'UC2 qui sont des UC de gestion de projet. Mais par contre, ils ne pourront pas suivre les UC3 et les UC4 qui sont des UC d'encadrement. Mais ça, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il y aura effacement de la condamnation, ils pourront suivre leur formation et ils pourront valider l'ensemble du diplôme. Et de toute manière, si cet effacement n'avait pas lieu, même s'ils avaient le diplôme par je ne sais quel coup de baguette magique, ils ne pourraient pas encadrer. Parce que l'obtention de la carte professionnelle est soumise à deux conditions, c'est le diplôme et les conditions d'honorabilité. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de précision, de réponse. Donc, je vous laisse terminer, Élise. Oui, alors par rapport au diplôme dans les métiers du sport, donc on va retrouver les intitulés de diplôme délivrés par le ministère en charge de la jeunesse et des sports, donc le BPGEPS, le DEGEPS, le DESGEPS, qui ont des objectifs métiers différents les uns des autres. Hein. Le BPGEPS, on est sur l'éducateur sportif. L'objectif de l'éducateur sportif, c'est le sport initiation, le sport loisir, le sport bien-être. On n'est pas dans la compétition et la performance comme l'entraîneur qui, lui, est titulaire d'un diplôme, du diplôme du DEGEPS. Voilà, donc sur le BPGEPS, éducateur sportif, on a une trentaine de mentions différentes de BPGEPS. Hein, on vous a indiqué dans le PowerPoint les plus connus, les plus représentés, mais après, vous avez des BPGEPS très spécifiques en fonction des disciplines sportives. Vous pouvez avoir des BP boxe, des BP tennis de table. Enfin voilà, il y a à chaque fois dans les spécialités sportives, il peut y avoir des BPGEPS. Je vous ai indiqué aussi le TFP, le titre à finalité professionnelle dans le foot, qui est le BMF, le brevet de moniteur de foot. Et il y a aussi un TFP dans le handball. Voilà, les intitulés sont différents, mais on est aussi sur les métiers d'éducateur sportif avec des spécialités sportives. Donc sur le DEGEPS, là par contre, on est sur de l'entraînement sportif, l'objectif de performance, de compétition. Et pour entrer sur des DEGEPS, bien souvent, il faut avoir déjà soi-même un niveau de pratique sportive de bon niveau. Voilà. Élise, moi j'ai une question. Ouais. Comme vous êtes vraiment sur le diplôme des métiers du sport, quel est le diplôme qui est le plus demandé par rapport à quel type de projet professionnel? Alors,
les demandes, enfin, on est sur un diplôme qui a le vent en poupe, qui est à la mode. On a pas mal de personnes qui souhaitent s'orienter vers le BPGEPS, éducateur sportif en activité de la forme, pour le coach sportif qui est dans les salles, ils ont surtout des objectifs, les personnes qui viennent nous voir pour s'informer sur ce diplôme, de faire de l'encadrement individualisé. Voilà, c'est très, très à la mode, c'est très demandé. Voilà, c'est ce diplôme-là qui… Donc, c'est porteur? Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, voilà. Les candidats sont nombreux. Les formations, c'est nombreuses aussi, mais au niveau de l'insertion professionnelle, voilà, il faut se rendre compte après du statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir travailler, de développer sa clientèle pour faire de l'encadrement individualisé. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question là sur le CQP, animateur de loisirs sportifs pour encadrer dans une salle de sport. Alors, le CQP, c'est dans 2 slides. Alors, je peux y passer si vous voulez. Maintenant, on reviendra. Si vous pouvez nous dire CQP animateur de loisirs sportifs. Merci. Il y a trois options sur le CQP d'animateur de loisirs sportifs. Il y a tout ce qui est jeux sportifs et jeux d'opposition. Donc là, on peut pas travailler dans une salle, ce qu'on appelle une salle de sport. Je pense que c'est une salle de remise en forme avec plateau de musculation et cours collectifs. Donc avec le jeu sportif et le jeu d'opposition, voilà, ça ne permettra pas d'encadrer dans les salles sur les plateaux de musculation. Sur les activités gymniques d'entretien et d'expression, oui, mais uniquement sur les cours collectifs, pas sur les plateaux de musculation sur machine. Voilà, donc à chaque fois, alors il y a le code du sport qui permet de vérifier en fonction du diplôme obtenu quel type de pratique sportive on peut encadrer. Jean-Marc, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je voulais intervenir par rapport au projet des différents stagiaires. Effectivement, aujourd'hui, on a énormément de stagiaires qui s'orientent vers la formation du brevet professionnel de l'activité de la forme. On s'entend mal. Qui est un diplôme et qui est un métier qui est en pleine restructuration suite au Covid, puisque les potentiels pratiquants et clients recherchent maintenant beaucoup d'individualisation de l'encadrement. Pour autant, le métier qui est vraiment, vraiment en tension, qui est en recherche de diplômés, c'est la natation. C'est les maîtres nageurs. Aujourd'hui, on a un réel déficit sur les maîtres nageurs. Voilà. Voilà, et donc sur les maîtres nageurs, c'est le BPGEPS en activité aquatique et de la natation. Et au niveau des prérequis pour entrer sur ce BPGEPS, il faut avoir le BNSSA, le brevet national de sauveteur secouriste aquatique. Et il faut tout de même être nageur, puisque sur les tests de sélection physique, il faut faire un 400 mètres en moins de 7 minutes 40. C'est ça, bien joué. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en amont pour que les gens sachent nager comme il faut et s'orientent vers le BNSSA et après vers le métier. Ou alors avoir une attestation du DTN suite à une participation à une compétition ou avoir une reconnaissance de performance. C'est un peu la particularité entre l'animation, entre les métiers les formations de l'animation et les formations du sport. Il y a des formations sportives qui nécessitent, pour l'entrée en formation, de pouvoir valider des tests aux exigences préalables à l'entrée en formation. Comme vient de le dire Élise, en natation, par exemple, c'est d'être capable de réaliser un 400 mètres en moins de 7 minutes 40. En APT, en activité physique pour tous, il faut être capable de réaliser un test d'habilité motrice. Et en métier de la forme, il faut être capable de réaliser un test Luc léger et une réalisation soit sur les cours collectifs, d'un cours collectif avec musculation et étirement, et pour l'haltérophilie musculation, d'être capable de démontrer de sa capacité à soulever des charges, entre guillemets. En équitation également, il y a un test de concours complet à réaliser. Pas concours complet, pardon. J'ai un trou.
Merci. Voilà. Et excusez-moi, moi j'achoppe sur un mot. Je reviens, par contre, il y a une chose qui est importante. Dans le cadre du sport, le BAFA n'est pas obligatoire. Jean-Marc, un test l'éclusier, enfin il y a un mot que j'ai jamais entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ou j'ai mal entendu? Le Luc Léger, c'est un test d'endurance sur 20 mètres des allers-retours avec un bip toutes les minutes qui se raccourcit. D'accord, merci. Bon, c'est pas pour moi. C'est un test d'endurance, en fait. Et souvent, ce test d'endurance pose des problèmes aux candidats à l'entrée parce qu'ils pensent que c'est facile. Et en réalité, il faut avoir un minimum de travail. C'est-à-dire que c'est une performance que l'on demande à des candidats à l'entrée en formation et parfois ils négligent un petit peu cette performance. Ok, merci pour cette précision. Alors, j'étais en train de répondre en même temps aux questions. Alors, bien sûr aussi dans les formations, les métiers du sport, on a aussi tout ce qui est faculté des sciences du sport, les universités, STAPS à Metz, Nancy, Strasbourg, Reims, première année à Épinal aussi, à Mulhouse aussi, une licence. Voilà, donc là pour les bacheliers. Préférence sur les bacs généraux. Il y a énormément aussi de demandes pour entrer en STAPS avec en fin de première année un tiers d'abandon, un tiers de redoublement, un tiers d'échec, de réussite. Voilà. Il faut savoir que voilà, on passe de 750 par exemple à Strasbourg en première année à 300, 350 en deuxième année pour finir à 150 étudiants en L3. Et l'objectif de STAPS de la fac est généralement de les amener au master. Il existe aussi des DUST, des Bac plus 2, d'éducateurs sportifs. Il y en a 4 sur Strasbourg qui permettent là, comme un BPGEPS, de me mener au métier d'éducateur sportif. Voilà. Par rapport à la question danse à laquelle j'étais en train de répondre sur le chat. Alors, la danse fait partie du ministère de la Culture et pas du ministère des Sports. Donc, les écoles de danse sont rattachées au ministère de la Culture. Néanmoins, on a quand même des animateurs danse qui passent par des BP dans l'animation. Mais la danse n'est pas réglementée de la même manière que l'encadrement du sport avec une carte professionnelle. Voilà. Alors, y a-t-il des possibilités de VAE? Oui, il y a de la VAE sur les diplômes du secteur du sport et de l'animation. Là, c'est la DRAGES qui s'en occupe. Oui, peut-être en quelques mots avant de laisser la main. Avant les formations qualifiantes qu'Élise et moi venons de vous présenter, notamment tout ce qui concerne les BPGEPS, les CPGEPS, etc., il y a la possibilité de se former, de se préparer aux tests d'entrée pour avoir les meilleures chances possibles d'intégrer ces formations-là. On vous a mis des exemples qui sont possibles pour orienter les candidats. Les consolidations de projets professionnels, les ex-RAN-Pro, sont un sas d'entrée, en tout cas de préparation vers les tests de sélection. Les prépas apprentissages qui existent sur le territoire Grand Est également. Aussi à noter sur chaque département de la région, le dispositif Sésame qui est mis en place, notamment pour les personnes qui se trouvent en QPV, en ZRR, en situation de décrochage scolaire, ou pour les sportifs de haut niveau, qui permet un accompagnement personnalisé et privilégié pour accéder à ces formations, et les actions spécifiques sur les territoires que vous devez aussi sans doute connaître et utiliser au quotidien ou régulièrement. Élise, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, effectivement, c'est des dispositifs qui sont là en amont pour aider à valider le projet professionnel, pour accompagner notamment sur les prépas apprentissages et le dispositif Sésame des jeunes.
Mais il y a aussi les OPCO, effectivement, qui mettent en place des actions avec des employeurs en amont et surtout la région qui finance les consolidations de projets professionnels. Je vous remercie, Élise et Maxime, pour l'ensemble de ces infos que de toute façon, les auditeurs retrouveront dans le document qui sera joint à la fin du webinaire. Là, vous êtes très actifs, vous répondez aux questions. Je vois que vous pouvez continuer à poser vos questions. Élise et Maxime répondent en direct. Donc là, nous allons accueillir des professionnels. Robert Ricciuti. Donc, Robert, bonjour Robert. Bonjour. Vous êtes directeur de la MJC Centre social de Bolwiller dans le Haut-Rhin et qui compte environ 80 intervenants salariés et bénévoles pour 1700 adhérents. On vient de découvrir que le secteur de l'animation recruté et justement vous, au sein de votre structure, pouvez-vous nous dire quels sont les profils que vous recherchez? Alors, la structure que je dirige intervient dans différents secteurs d'activité, de la petite enfance jusqu'aux seniors. Que ce soit dans des activités de loisirs sportifs, culturels, ou dans des secteurs d'activité permanents comme justement une crèche, un accueil de loisirs périscolaires, extrascolaires, un secteur d'animation jeunesse, un secteur famille aussi. Et nous, dans nos métiers de l'animation, nous sommes en perpétuelle recherche de personnel, alors liés à nos différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, les métiers les plus recherchés, bien sûr, ce sont les métiers liés à l'animation périscolaire, l'animation jeunesse aussi. Mais nous recherchons aussi régulièrement des intervenants ponctuels qui n'en font pas une activité de type temps plein, mais qui ont des compétences techniques tant dans le domaine sportif que dans le domaine culturel ou artistique. Et pour vous, quelles sont les qualités requises pour devenir animateur et pouvoir évoluer dans ce métier? Je pense que la première qualité recherchée chez un employeur, c'est l'appétence que peut avoir la personne à travailler avec de l'humain. Voilà, nous ne travaillons pas avec des machines, nous travaillons que ce soit avec des enfants, des adolescents ou des adultes. Il y a vraiment une recherche de volonté de travailler sur l'éducation, sur l'accompagnement et l'émancipation de la personne à tout âge. Et l'objectif que je recherche en particulier, c'est de trouver des professionnels qui, à travers une compétence technique, seront à même de transmettre cette passion, cette compétence à d'autres, des enfants, des ados, des adultes, pour qu'eux-mêmes puissent s'épanouir. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a un mélange des genres. On nous dit pour travailler auprès de la petite enfance, un BAFA suffit pour travailler auprès du public dit petite enfance. Alors que c'est peut-être la notion de petite enfance et d'animation auprès des enfants, c'est quand même deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez, la réglementation doit être différente, me semble-t-il? Alors, concernant ce qu'on appelle la petite enfance, donc les 0-3 ans, là, ce sont vraiment un cadre bien spécifique qui dépend de la PMI, et là, avec des métiers réglementés, comme les métiers d'éducateurs de jeunes enfants. Nous, dans nos métiers d'animation, ce qu'il faut retenir, c'est la séparation entre deux champs d'activité. Ce qu'on appelle l'animation volontaire, là, on y retrouve les colonies de vacances, les centres aérés, les camps d'adolescents, voilà, où on va rechercher des personnels qui ont du temps de manière ponctuelle, voilà, sur des périodes de vacances, et qui sont généralement des lycéens, des étudiants, voire même des mères de famille. En milieu rural, on a beaucoup de mères de famille qui s'investissent là-dedans, dans ce secteur-là, mais qui n'en font pas leur métier. Je répète à tout le monde, j'ai aussi la fonction de délégué régional Grand Est de Exopé. Donc Exopé, c'est l'organisation patronale représentative dans les métiers de l'animation et du sport. On précise, le BAFA n'est pas un diplôme professionnel. C'est une porte d'entrée pour des jeunes en particulier qui veulent, pendant 2 semaines ou 3 semaines en été, accompagner, encadrer des enfants, des adolescents dans les centres de vacances ou dans les centres aérés. Voilà. Le BAFA a été construit il y a 50 ans à cet effet-là. Aujourd'hui, j'ai participé aux assises nationales de l'animation qui a été menées par le ministère cet hiver. Voilà. Il y a des pistes qui ont été émises suite à ces assises.
c'est de dire que déjà, le BAFA, comme c'est un brevet lié à l'engagement des jeunes, le BAFA pourrait être éventuellement ouvert à partir de 16 ans. Aujourd'hui, il faut avoir 17 ans, et il pourrait être ouvert à partir de 16 ans. Et la deuxième piste à réfléchir, c'est que le BAFA, qui est souvent une porte d'entrée pour ensuite travailler dans l'animation, en particulier l'animation périscolaire, voilà, ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que les titulaires du BAFA, au bout de 3, 4, 5 ans, devront obligatoirement s'engager dans un parcours professionnalisant lié à des diplômes qui relèvent, eux, de la formation professionnelle et du métier d'animateur professionnel. Puisque l'animation volontaire, ça n'a rien à voir avec l'animation professionnelle. On n'est pas animateur 3 semaines pendant le mois de juillet dans une colonie de vacances, de la même manière qu'on est animateur périscolaire toute l'année scolaire, du lundi au vendredi, 36 semaines par an. Voilà. Et alors souvent, le temps partiel est évoqué comme point noir de ce secteur d'activité. Pour vous, est-ce que c'est un frein aux candidatures ou bien vous arrivez au sein de la MJC ou vous connaissez d'autres structures qui arrivent à proposer des temps pleins? Alors, dans mon équipe d'animation périscolaire, il y a une douzaine d'animateurs. 70% sont sur des temps pleins. Puisque j'organise à côté de l'accueil périscolaire, j'organise l'accueil le mercredi, journée complète, et j'organise l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires. Ce qui me permet de proposer à une grosse partie, une grande majorité de mon équipe, une activité à temps plein. Il se trouve que d'autres acteurs, d'autres animateurs, eux, ne peuvent pas être recrutés sur du temps plein, puisque, évidemment, au périscolaire, dans ma structure, nous accueillons 130 enfants, alors que sur les mercredis, nous sommes à 60 enfants. Vous voyez, donc, je n'ai pas le même besoin d'encadrement et de personnel. Et d'où l'importance pour moi aujourd'hui, dans nos métiers de l'animation, c'est de faire des passerelles avec d'autres secteurs d'activité. J'ai la chance, moi, à côté de la MJC à Bolvillers, d'avoir un institut médico-éducatif donc qui accueille des enfants en situation de handicap. Et on essaie de trouver des passerelles entre le métier d'animateur et le métier d'éducateur spécialisé ou d'intervenant autour du champ du handicap pour pouvoir éventuellement proposer des métiers, des activités complémentaires. C'est la même chose, je pense, avec le secteur du troisième âge. L'animation sociale aujourd'hui se développe profondément dans nos secteurs. On peut être animateur social dans un EHPAD, voilà, et on peut aussi être animateur social dans une MJC. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. On va revenir sur un parcours très atypique. Vous avez au sein de votre équipe un animateur au parcours d'exception. Je vous propose qu'on regarde ensemble le parcours de Guillaume Franz. Je m'appelle Franz Guillaume, je suis danseur, professeur et chorégraphe hip-hop depuis 28 ans. Aujourd'hui, mes axes primordiaux sont la transmission autour de la danse hip-hop, la création et les battles. Je suis également le directeur artistique et créateur de la compagnie Hardcore Créative.
Alors, merci pour nous avoir adressé cette vidéo. Franchement, chapeau. Et Robert, qui est Guillaume? C'est qui ce Guillaume? Vous pouvez nous raconter un petit peu, parce qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Oui, voilà, il ne pouvait pas être... qui témoigne, mais il n'a pas pu. Voilà. Il a une activité qui l'empêchait d'être à mes côtés cet après-midi. Tout à fait. Guillaume est une personne assez particulière dans notre structure. Je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Il avait à peine 20 ans et il n'avait même pas son BAFA. Et je recherchais un animateur jeune. Un animateur qui, comme je disais tout à l'heure, qui a une appétence pour travailler avec des adolescents. Voilà. Je l'ai rencontré, Guillaume, et dans sa présentation, il m'a simplement présenté ce qu'il faisait en hip-hop. Lui, en tant que jeune hip-hopper, voilà. Et j'ai repéré un vrai potentiel dans son discours et dans ses compétences pour dire, mais voilà, ce jeune-là, il va peut-être pouvoir accompagner des jeunes à travers une pratique artistique et sportive, parce que le hip-hop reste tout de même une activité sportive. La preuve, c'est que ça va être une discipline aux Jeux Olympiques à Paris. Donc, et je lui ai fait confiance. J'ai dit, voilà, je te recrute. Et dans ton activité d'animateur jeune, ben, je vais te demander de lancer la section hip-hop au sein de la MJC. Il a démarré avec 8 jeunes. Voilà. Aujourd'hui, il a 250 personnes dans notre section hip-hop. Et il a créé sa propre association dans laquelle il a créé son propre emploi. Il intervient dans plusieurs MJC du département. Et il est reconnu même à l'échelle nationale, puisqu'il fait partie des jurys qui sélectionnent les candidatures pour les Jeux Olympiques à Paris. Alors vraiment, chapeau, ça donne envie de venir s'inscrire à la MJC de Paul-Villard. Il y a un âge limite là, on peut venir prendre des cours, non? Non, notre structure est ouverte, comme toute maison des jeunes, de 0 à 99 ans. Magnifique, on est tous jeunes. Donc, on va venir pour suivre des cours avec Guillaume. Donc, merci beaucoup, Robert, pour ces éclairages sur les métiers d'animateur. Donc, voilà, Angèle. Ok, ben je reprends la parole 2 secondes. Alors, je vous invite les uns et les autres à repérer en bas de votre écran le bouton sondage. Nous allons vous proposer un sympathique petit quiz de 4 questions. Donc, Christelle va nous lancer ça et je vous invite à répondre le plus rapidement possible parce que pour l'instant, nous avons un peu remonté le timing. Je félicite tous les intervenants pour cela. Donc, le sondage est en train d'être lancé. On va tous y répondre et nous reviendrons plus tard sur les réponses. C'est parti. Alors, titulaire du BAFA, je peux exercer une activité professionnelle en qualité de coach sportif, être animateur périscolaire et extrascolaire. Ça va très vite. Hein. Voilà. Il faut bien descendre parce que des fois, il y a 4 possibilités de choix de réponse. Ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Oui, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, pour les réponses, moi, je ne les vois pas forcément. Donc, je ne vois pas les pour reçu. Alors, je ne vois pas. Moi, je vois qu'une question qui m'intéresse, c'est un des intervenants. A-t-il été joueur du FC Metz, formateur des arts du cirque ou vendeur de voitures de luxe en Alsace? Bon, je pense que il y a quand même 47% joueurs du FC Metz et 40% formateurs des arts du cirque. Alors Jean-Marc, vous étiez quoi? Il faut remonter sur scène.
Jean-Marc, dites-nous tout. Vous étiez vendeur de voitures de luxe, formateur des arts du cirque ou joueur du FC Metz? Ah, parce que c'est de moi qu'on parle? Oui. Ah, d'accord. Aïe. Bon, attendez, je vais déjà activer ma webcam. Je ne sais pas comment. Voilà, ça devrait aller. Alors, attendez, je vérifie parce que je ne me rappelle plus trop à mon âge, j'ai plus trop de mémoire. En fait, le sport de haut niveau, ça tue le sportif. Donc, effectivement, j'ai été sportif. Alors, je n'ai pas été sportif de haut niveau, j'ai été sportif professionnel. J'ai joué au FC Metz. D'accord. Voilà. Et après, vous avez été arbitre, c'est ça? Oui, mais entre-temps, je me suis rendu compte aussi de l'importance de l'environnement du sport. Avant, j'avais été conseiller municipal à la ville de Sedan. D'accord. Voilà. Et oui, après, j'ai été arbitre. Après, j'ai eu plein d'autres vies. Voilà. D'accord. Et donc, du FC Metz qui était vainqueur de la Coupe de France en 1988. Oui, c'est ça. Mais j'étais aussi à Barcelone lorsqu'on a gagné, parce que pour ceux qui se rappellent et ceux qui sont des fervents supporters du FC Metz, un jour le FC Metz a été gagné 4-1 en Coupe d'Europe à Barcelone. Et j'y étais. Mais c'était en 85, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça fait un bail. Un peu prescription. Voilà. Ensuite, on va demander à Élise de nous... Merci. Oui. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces précisions et ce beau parcours. Élise, si vous pouviez répondre, avoir des éléments de réponse aux 2 premières questions. La première question, c'était titulaire du BAFA, je peux être animateur reconnu périscolaire ou extrascolaire, qui a obtenu 86% de réponses. Alors, il y avait un petit piège, il y avait le reconnu. Alors oui, avec le BAFA, on peut être animateur périscolaire, extrascolaire. Reconnu, oui, bien sûr, parce que ça reste quand même une formation, mais comme on l'a bien dit, c'est une formation pour l'animation volontaire et il est difficile de n'avoir que le BAFA pour faire de l'animation son métier. Voilà. Mais en aucun cas, parce que je vois quand même 4% de réponses sur exercer une activité professionnelle en qualité de coach sportif. Non, il est bien important de comprendre que dans les métiers du sport, il faut un diplôme du sport pour obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif qui autorise à être rémunéré pour encadrer la pratique sportive. D'accord, merci beaucoup. Donc un intéressant taux de réponse et beaucoup de réponses justes sur les 3 autres questions. Donc merci d'avoir participé au sondage et on va revenir à nos témoignages et je laisse Alice annoncer la suite et nous présenter le nouveau témoin. Donc, on accueille Stanislas. Stanislas, si vous pouvez nous rejoindre, qui est animateur culturel sur le service justement périscolaire, on en a parlé tout au long de l'atelier sectoriel, de Strasbourg Métropole. Donc, Stanislas, vous êtes animateur culturel dans un service périscolaire et je précise que vous êtes en alternance actuellement. De mémoire, vous avez une licence sciences de l'éducation et vous êtes en alternance. Alors, sur quel type de diplôme? Vous pouvez un petit peu nous expliquer? Alors, du coup, bonjour à tous. Du coup, j'étais en licence de sciences de l'éducation jusqu'en l'an 2020, année à laquelle moi, j'ai eu des grosses difficultés financières et je cherchais à ce moment-là une reconversion professionnelle tout en poursuivant dans le domaine de l'animation culturelle où j'avais déjà un pied par mon parcours et notamment une formation qui soit dispensée en alternance. Et c'était le cas du BPGEPS Animation Culturelle. Du coup, c'est grâce à la rencontre d'Élise Perrin au CFA Formas, justement, que j'ai pu intégrer le BPGEPS en animation culturelle proposé par les CMA de Strasbourg. Voilà. D'accord. Et au quotidien, alors, vous faites quoi? Alors, moi, du coup, je travaille pour l'Eurométropole dans les quartiers d'Haute-Pierre et Cronenbourg, où je suis animateur culturel.
Et mes missions, elles consistent à mettre en place des projets d'accompagnement culturel sur l'ensemble du quartier. Et du coup, ça consiste à créer du lien entre les différents services périscolaires qui sont présents dans le quartier. Du coup, il y a 10 établissements, enfin 10 groupes scolaires et donc 10 services périscolaires au sein des quartiers d'Aude-Pierre et Cronenbourg, et également un accueil de loisirs maternels géré par l'Eurométropole et présent dans le quartier d'Aude-Pierre, où j'interviens également le mercredi matin. Et mon but, c'est de faire du lien entre les différents publics de ces établissements, les enfants de maternelle et les enfants de l'école élémentaire. D'accord. Et alors, parlez-nous un petit peu du très beau projet, Le chemin de mon école. Du coup, courant printemps 2022, bon, il s'est achevé il y a quelques semaines maintenant, j'ai mené un projet du coup qui s'appelait Sur le chemin de mon école, qui était mené au sein du quartier d'Aude-Pierre en collaboration avec la direction du territoire pour parler du projet de renouvellement urbain qui avait lieu au sein du quartier. Du coup, pour ça, moi, j'ai construit avec les enfants une carte mentale de leur quartier à partir de photographies faites au sein qui parlaient de leur chemin vers l'école. Et ça nous a permis du coup d'aller à la rencontre de la maison du projet qui venait d'ouvrir pour la maison du projet d'Aude-Pierre, et également de faire un accompagnement culturel vers le film de Pascal Plisson sur le chemin de l'école. Et voilà, du coup, ça faisait du lien entre le quotidien des enfants dans leur environnement à Aude-Pierre, et également un accompagnement culturel vers le film de Pascal Plisson, et également la découverte du cinéma L'Odyssée de Strasbourg qui à ce moment-là allait fermer ses portes pour un temps assez long. Voilà. Et vous coordonnez donc un petit peu les intervenants, vous déplacez sur place donc dans les quartiers. C'est pas forcément en horaire de bureau, c'est vos horaires, vous vous adaptez. Quelles sont votre amplitude de travail, vos amplitudes? Exactement. Du coup, moi, mon planning horaire, il est organisé en fonction des projets que je mène. Du coup, il est plus trimestriel qu'annuel. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'implique, du coup, il y a dans les réseaux d'éducation prioritaire de l'Eurométropole, il y a des ateliers artistiques qui sont organisés sur le temps périscolaire de 16h30 à 18h. Et dans ce cadre-là, du coup, il y a des artistes intervenants. Et moi, mon but, ça va être de créer des projets en parallèle des leurs, et surtout en complément, où du coup, je vais faire des projets qui vont créer du lien entre les projets eux-mêmes menés par les intervenants artistiques. Voilà. Et votre projet à la suite de l'obtention de votre diplôme, c'est de rester sur la structure Eurométropole, dans la collectivité, pardon, Eurométropole, ou peut-être d'être plus sur une association? Alors, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se dessine encore. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Moi, j'ai une appétence toute particulière pour les métiers de médiathèque, et du coup faire de l'animation culturelle une partie de mon métier et non plus sa totalité. Mais en parallèle, du coup, au sein de l'Eurométropole, il y a des postes en plein temps qui peuvent m'être proposés et auxquels j'aspire encore, ou pour éventuellement par la suite poursuivre dans un rôle de responsable périscolaire au sein de l'Eurométropole, personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Stanislas pour votre témoignage. Merci à vous. Oui, merci, c'était très intéressant, et comme quoi le métier d'animateur culturel peut revêtir plein de formes, et aussi permettre de développer des projets. Bien, nous avons fait le tour de nos experts, le tour de nos professionnels, et nous sommes toutes et tous, et vous êtes des champions des championnes, parce que nous allons arriver à boucler assez rapidement.
Donc, nous souhaitons encore vous faire passer rapidement les slides qui concernent les ressources, bien évidemment. Tout ce que vous avez entendu, vous l'avez un peu entendu du bout des oreilles, mais vous allez découvrir dans le PPT qui vous sera transmis tout à l'heure, donc sur vos messageries, en fait, toutes les ressources de l'APMSA, tout ce qu'elle peut encore proposer en termes de présentation, de support, donc n'hésitez pas à visiter leur site, parce que là aussi, il y a des informations très intéressantes, et notamment sur ce qui peut se faire, comme vous le lisez, sur tous les métiers concernant le sport et l'animation. Ensuite, il y a également toute l'information que Pôle emploi met à disposition sur les métiers de ce secteur. N'hésitez pas également à aller visiter leur site, parce que c'est un partenaire avec qui on partage les connaissances métiers. Et vous aurez tout, vous découvrez tous les liens disponibles, que ce soit Pôle emploi, la PMSA. Là, vous allez trouver une carte, évidemment pas lisible du tout à l'écran, mais vous la verrez en grand sur vos ordinateurs plus tard. Donc, les cartes des formations initiales ainsi que celles des formations continues. Et quand vous aurez vu tout ça, eh bien, voilà, vous voyez là les formations continues, celles entre autres financées par la région. Et on reste à votre disposition pour toute information complémentaire encore, bien évidemment. Et je repasse, je crois bien, la parole à Alice qui va clôturer ensuite sur nos propres outils, donc Orientest de la région Grand Est. À toi la parole, Alice. Merci Angèle. Donc effectivement, vous trouverez des ressources et des outils proposés par la région Grand Est, pardon, on va y arriver, sur le portail Orientest. Donc, vous y trouverez l'agenda, l'annuaire, les ressources et des actualités, donc qui sont mises à jour quotidiennement. Voilà. Ensuite, vous avez des liens pour accéder aux ressources métiers, aux formations, la chaîne YouTube qui permet de visionner les replays des ateliers sectoriels, des vidéos métiers qui sont déposées sur cette chaîne. Le site Aide régionale individuelle à la formation, pour ceux qui ont besoin d'informations, dans ce cadre-là, il y a des informations. Le site pour la VAE. Ensuite, vous avez le portail Expérience Pro qui permet de trouver ses premiers stages, les offres de stage, apprentissage, job étudiant, service civique sur l'ensemble du territoire Grand Est. Donc, les partenaires se sont rassemblés vraiment sur un site unique qui s'appelle Expérience Pro. Vous avez le lien. Donc, vous avez également les ressources post-bac en Grand Est. Vous avez le lien, c'était sur la même slide que Expérience Pro. Ensuite, on communique évidemment sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Tout nouveau, Hello Charlie, des parcours spécifiques à chaque territoire de maison de région du Grand Est qui permet de mobiliser les jeunes et les demandeurs d'emploi sur les métiers dits en tension. Donc, on vous invite, il y a un QR code, on a testé, ça marche, même sur la slide, donc vous pouvez tout à fait scanner le QR code ou vous avez le lien en bas pour accéder sur l'application Hello Charlie. Ensuite, nous vous proposons d'autres thématiques pour les futurs ateliers sectoriels. En septembre, les métiers du social, également les métiers de service dans l'artisanat. En octobre, les métiers de la culture. Alors, tout à l'heure, on parlait d'animateurs dans le secteur de la danse où, je ne sais plus, il y avait comme ce métier qui a été cité, qui n'était pas dans le sport, mais dans la culture. Donc, on en parlera en octobre. Le 22 novembre, les métiers de l'hydrogène. Le 29 novembre, les métiers du verre dans le cadre de l'année internationale du verre. Le 6 décembre, les métiers du transport fluvial. Et en 2003, des thématiques sur le tourisme et le bien-être, et également thermalisme, les métiers de l'aéronautique, les métiers de la viticulture et l'industrie pharmaceutique et bien d'autres encore. Donc, voilà.
Et je voulais remercier l'ensemble des participants, des partenaires, des professionnels qui ont permis vraiment de construire cet atelier. On est sincèrement désolé des problèmes techniques qui ont fait qu'on a démarré l'atelier tardivement. Et je voudrais également remercier l'équipe du back-office, Christelle, Pauline, Véronique et Nicole. Voilà, Angèle. Oui, et avant qu'on vous perde toutes et tous, pour nous, c'est important que vous répondiez. Voilà, vous voyez que le sondage est lancé. Attendez, je m'en assure. Finalement, c'est peut-être même pas vrai. Si. Donc, merci de répondre rapidement à ces quelques questions. Pour nous, c'est important pour encore avoir à l'avenir des ateliers sectoriels plus performants. Donc, votre retour est important. Donc, merci de répondre et de cliquer sur les quelques questions du sondage. Je vous laisse faire 30 secondes et je voudrais aussi, comme l'a fait Alice, remercier toutes et tous les partenaires, vous, les auditeurs, pour avoir été patients. Le back-office, oui, pour ce qu'ils ont fait dans les coulisses. Et sincèrement, je suis épatée. Nous avons à peine 5 minutes de dépassement, donc ça a été un rythme sportif. Tiens, ben voilà, dont l'atelier a été mené. C'est bien la preuve. Et c'était grandiose. Merci à vous toutes et tous qui êtes intervenus, pardon, parce que oui, je ne pensais pas qu'on allait finir aussitôt. Donc, merci aussi, Angèle, on peut le dire, on a eu énormément de questions. Nous, on ne suit pas forcément, il y a le back-office qui répond et puis on a vos coordonnées, donc on pourra y répondre par la suite s'il y a des questions très pointues. Mais franchement, merci pour votre intérêt. Voilà, et donc on va pouvoir vous quitter sous peu et donc les documents vous seront envoyés. Donc, sportivement vôtre au nom de toute la région. Merci d'avoir participé en espérant que vos publics finaux pourront profiter de toutes les infos que vous allez pouvoir retrouver sur le PowerPoint. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes.